Très bien, je vous propose maintenant de passer, disons, au contenu de ce plan supercalculateur à partir des transparents que j'ai eu l'honneur de présenter d'abord le 30 avril devant le ministre Montebourg, accompagné de la ministre de la Recherche, plus le président ou le commissaire général aux investissements, Louis Schweitzer, ainsi que Jean-François Dehecq, qui préside le CNI, le Conseil national de l'industrie. Donc c'était une première étape où j'ai eu l'occasion de présenter la feuille de route. Et comme le rappelait Pascal, donc, le gouvernement a souhaité que je représente avec deux autres projets ce plan devant le président de la République à l'Élysée, donc le 7 mai, en présence du Premier ministre, ainsi que un certain nombre d'autres ministres qui étaient aussi présents. Donc c'est un témoignage, effectivement, comme le rappelait Pascal, de l'importance de notre plan. Et je voudrais remercier donc tous ceux qui nous ont fait confiance pour avoir amené ce plan à maturité et, bien entendu, ceux qui l'ont validé, à savoir les plus hautes autorités de l'État, comme je le mentionnais. Alors, on ne va pas reprendre d'autres slides que celles que j'ai eu l'occasion de présenter à l'Élysée ou à Bercy. D'un côté, donc, je présenterai les attendus généraux et ensuite, je passerai la parole à Hervé et à Christian Saguez, qui ont été les moteurs de TerraTech pour monter un certain nombre de projets qui ont été fait partie, bien entendu, du plan supercalculateur et qui seront à même de vous détailler. En gros, en quoi consistait l'argumentaire? Pourquoi ce plan? C'est comme ça qu'ils ont essayé de justifier les premiers éléments de ce plan. Et en gros, le message, et vous le connaissez, mais il faudrait quand même le rappeler parce que c'est un message, je crois, qui est destiné à nous fédérer tous. Et je crois qu'il est partagé, bien entendu, par toute la communauté. On est réellement, en ce moment, dans les années que nous vivons, une conjonction d'événements absolument considérable en matière d'évolution du numérique et du numérique extrême, disons, en quoi consiste le calcul à haute performance. On est d'un côté face à une rupture technologique sans précédent en matière, disons, de support du traitement, de la performance. Vous savez que la loi de Moore ne progresse plus comme elle l'a fait pendant 30 ans, que pour des raisons liées à la physique des semi-conducteurs, on ne manque plus la performance depuis un certain temps des microprocesseurs et que tant qu'il y a de la miniaturisation, le seul moyen d'obtenir de la performance est bien de jouer mon ami Jacques Buissin, c'est en belge, la devise belge, c'est-à-dire l'union fait la force, le parallélisme, pour gagner en performance. Et que ça, c'est une rupture à tous les niveaux. C'est une rupture, bien entendu, sur l'architecture des machines, parce que le parallélisme en question, c'est pas un petit niveau de parallélisme qu'il va falloir envisager, puisqu'on vise la performance extrême, c'est le parallélisme très, très massif. On reviendra sur ces chiffres dans un moment. Donc parallélisme très massif au niveau des architectures, mais s'il devient très massif, eh bien il va consommer, donc il y a des problèmes d'énergie qui sont liés et qui sont tout à fait nouveaux à prendre en compte, et il faut aussi rendre cohérent tout ce parallélisme massif, donc quel réseau d'interconnexion, comment programmer, et là on arrive sur le plan logiciel, puisqu'on est en pleine rupture, je dirais, dans les modèles de programmation connus jusqu'alors, qui étaient essentiellement du modèle séquentiel accompagné, disons, d'un peu de parallélisme. Là, on ne peut plus s'en contenter. Il faut véritablement des ruptures en matière de conception de logiciels, de langage de programmation, de méthode de programmation. Et qui dit ces changements dans le logiciel, bien dit changement aussi impact sur l'ensemble de la structure de l'industrie. Puisque je vous rappelle que notamment l'industrie du logiciel, celle qui fabrique les logiciels produits, consacrent déjà une part importante de leur chiffre d'affaires en R&D, de l'ordre de 17%. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite s'ils doivent remanier complètement le logiciel, réinventer de nouveaux programmes pour tenir compte du parallélisme massif? Et bien ça va s'ajouter à leurs dépenses de R&D. Qui va payer l'ensemble? Est-ce que les compagnies qui existent en édition de logiciels vont savoir résister correctement à ça, vont se contenter de niches un peu
un peu particulière. Ça fait partie des grandes questions. En tout cas, l'observation qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un rebattage de cartes assez considérable sur les 10 ans qui viennent en matière de structure de l'industrie mondiale et de ses grands acteurs. Et que tout ceci va changer et que le calcul intensif qui se situe à la frontière de ce qui est possible de faire par ordinateur, puisque fondamentalement, c'est sa justification. On ne peut pas faire mieux par ordinateur que ce qu'on sait faire par le calcul intensif. C'est une façon de le définir. Eh bien, se trouve, disons, confronté en premier lieu par rapport à l'ensemble de l'industrie aux problèmes que va rencontrer plus tard l'industrie. Donc, fondamentalement, de cette observation, on constate qu'il y a un rebattage de cartes sur la structure de l'industrie mondiale, d'une part, d'accord, que les utilisateurs vont bien entendu être directement concernés, et que, grâce à ce rebattage de cartes, un business model, disons, du numérique de haute performance qui va changer, eh bien, il y a des opportunités qui s'offrent à une Europe dont je rappelle qu'elle est en mauvaise position sur le plan de sa balance des paiements, puisqu'elle ne fait que décroître, et les derniers événements, comme la prise de contrôle de Nokia par Microsoft, montrent que, globalement, l'Europe n'a quand même pas brillé fondamentalement dans le monde du produit numérique au cours des années qui viennent de s'écouler. Donc là, il y a des opportunités qui se créent, il y a de nouvelles places à prendre, pourvu qu'on anticipe, pourvu qu'on innove, et c'est le premier niveau de message. Le deuxième rupture, et ça a été redit par Pascal, et qui est aussi fondamental, c'est qu'on est dans une rupture du marché. Cette fois-ci, une rupture de l'approche du monde commercial, disons, de l'usage. Alors jusqu'à présent, vous le savez, et les éditeurs de logiciels, producteurs de technologies de haute performance le savent bien, le marché était en gros focalisé sur 4 grands domaines. 2 domaines qui relèvent du public, 2 domaines qui relèvent du privé. En ce qui concerne le public, c'est la défense, bien sûr, qui a besoin de haute performance, et en particulier la simulation thermonucléaire, comme vous le savez, qui a besoin des performances de plus en plus importantes. Et là, il y a des enjeux de souveraineté, c'est tout à fait clair. Il y a le monde public de la recherche publique, qui a besoin aussi de grandes puissances de calcul pour découvrir, pour prédire les phénomènes et découvrir les phénomènes. Climat, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Ça, c'était les 2 grands domaines du public. Et puis, 2 grands domaines du privé, qui étaient la construction manufacturière, le manufacturing, qu'il soit de l'avion ou de la voiture, de l'automobile ou de l'aéronautique d'un côté, qui avait besoin, pour concevoir ces produits, de les simuler avant qu'ils n'existent, d'un côté, et l'énergie, le 4e grand domaine classique, je veux dire, où les investissements lourds sont faits par les grands industriels avec de grands fournisseurs de technologies qui les accompagnent. Ça, c'était la structure du marché. On va dire 80%, c'est 80% du marché. Et si on se prolonge à 10 ans, ben ce marché, 80%, 20% le reste, il va probablement changer en 80% le reste et 20% ce que je viens d'évoquer. Autrement dit, à partir du moment où la simulation, qui évite de faire et de concevoir avant de faire, et donc d'innover avec des coûts beaucoup moins importants que de faire pour innover, eh bien, cet enjeu, ce gain de compétitivité va être majeur dans un ensemble, disons, d'activités. Et il est probable qu'à 10 ans d'ici, eh bien, le gros du marché, ce ne sera pas les 4 éléments qui resteront certes importants, certes très présents, mais il y en aura bien d'autres qui viendront compléter le marché. Et donc, il est important, pour 2 raisons, d'être présent sur cette évolution du marché, cette deuxième rupture, à la fois pour les fournisseurs de technologies, de tirer parti de cette extension du marché, et bien entendu des utilisateurs pour justement profiter par rapport à leurs concurrents de l'avantage donné par ces nouvelles technologies. Donc, et en particulier dans le domaine des PME et des ETI, il faut la modernisation de l'appareil industriel français passe par l'usage de la simulation généralisée, et c'est tout à fait fondamental. Et s'il y a besoin d'une justification finalement à ce plan supercalculateur, c'est véritablement pour notre pays à l'intersection de ces 2 mouvements. D'une part, une rupture technologique qui rebat les cartes. S'il n'y avait pas une rupture technologique qui rebattait les cartes, eh bien ça profiterait qu'à ceux qui sont déjà en place, d'accord. Et on sait qu'on n'est pas forcément en Europe les mieux placés pour ce faire. Donc il y a un rebattage de cartes, et c'est fondamental, accompagné d'une rupture du marché qui va ouvrir de nouvelles possibilités. Et s'il y a une justification véritablement à ce plan supercalculateur, c'est bien prendre en compte la conjonction de ces 2 éléments. Et c'est ça, disons, qui me semble être le cœur du message sur le plan supercalculateur, et ce sur quoi
cela, disons, l'organisation du plan supercalculateur doit viser. Alors je reprends ici une formule d'IDC. IDC, comme le rappelait Pascal tout à l'heure, a prédit dans ses analyses, vous savez qu'IDC est le plus grand analyste du monde, du marché numérique mondial, prédit que une bonne prise en compte du HPC par un pays, par son industrie, c'est 2 à 3% de PIB en plus. Ce qui fait quand même plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est quand même appliqué à la France ou à l'Europe. Donc c'est vraiment considérable. Et plus généralement, IDC va jusqu'à dire que le calcul de haute performance peut changer la santé économique d'un pays. Donc il faut le croire et on est assez persuadé, disons, on essaie d'en convaincre et je pense que ça commence bien, le maximum de gens de ce fait. Alors si maintenant je passe à la structure de ce plan, la structure de ce plan, il suit très directement la mise en œuvre des objectifs et de l'observation qu'on vient de faire, qui est la conjonction de ces deux ruptures, à la fois du marché et à la fois de la technologie. Donc premier axe, et on va revenir dessus, la maîtrise des technologies. Ensuite, un certain nombre d'initiatives sectorielles qui visent à développer justement l'usage avec des offres logicielles adaptées et fédérer, disons, les utilisateurs dans les nouveaux domaines qui sont en croissance et qui vont permettre de faire évoluer le marché, diffuser au maximum les technologies dans le tissu industriel, en particulier les PME, les ETI, et bien entendu, programmer ces structures de machines que j'évoquais, inventer les nouveaux algorithmes nécessaires, eh bien ça se fait pas sur un coin de table. Il faut une formation lourde, supérieure maintenant, pour programmer des machines qui comportent centaines de milliers de processeurs et des algorithmes qui sont susceptibles de tirer parti de ces centaines de milliers de processeurs. Donc la formation et la formation supérieure et la formation continue sont aussi un élément fondamental du plan. Donc voilà les 4 grands domaines du plan et je vais passer, après vous avoir dit qu'en ce qui concerne la maîtrise des technologies, l'enjeu, c'est à la fois les nouvelles architectures et la nouvelle algorithmique, donc il y a 2 volets. Je me suis permis de mettre les 18 zéros, parce que ça fait beaucoup, c'est intéressant à regarder, qui composent l'objectif de l'hexaflop. L'hexaflop, c'est un 1 et 18 zéros, donc ça fait beaucoup d'opérations par seconde. En tout cas, c'est un des objectifs visés, avec des architectures qui sont soit universelles, soit des architectures dédiées. La difficulté d'obtenir la performance peut aussi être résolue si on fait du spécifique, du co-design entre applications et architecture. C'est un pan, disons, qu'il ne faut pas négliger. Et bien entendu, les nouveaux logiciels. Donc voilà en ce qui concerne la maîtrise des technologies. Et pour avancer sur les autres initiatives, plus qui visent à développer les usages, je vais passer la parole à ceux qui se sont réellement investis pour développer ces nouveaux usages, à savoir Hervé Mourin et Christian Sagaz. Merci de votre attention. Merci Gérard. Bon, vous avez vu, Gérard a présenté ce chapitre technologique qui est quand même tout à fait structurant parce que c'est la route de l'exascale, c'est les nouvelles architectures qu'on voit arriver dans toute une série de domaines et des architectures dédiées pour certains types d'usages et qui vont donner lieu à de très très beaux projets sur lesquels on travaille et un grand sujet logiciel. Alors maintenant, les initiatives sectorielles, nous avons proposé, après le travail qu'on a fait à la Terratech, c'est-à-dire qu'on consulte nos grands industriels pour savoir quelles sont leurs priorités. On a fait ce travail-là, et ensuite on a proposé au pouvoir public, on a dit, voilà, il y a 6 domaines qui nous paraissent particulièrement importants aujourd'hui sur ces sujets-là, parce que ce sont des domaines où la mise en œuvre d'une politique forte de simulation et de calcul intensif dans ce domaine-là peut changer fondamentalement la façon de fonctionner de ce domaine industriel. C'est comme ça que ça a été défini. On les a proposés au pouvoir public, qui nous ont donné leur accord sur les 6 domaines au début. Et donc, depuis, pour chacun des domaines, nous travaillons toujours dans le mode Terratech, c'est-à-dire pour chacun des domaines, nous travaillons avec les grands industriels du domaine sur ce que eux envisagent comme possibilité avec une utilisation forte de la simulation et du calcul intensif au cours des prochaines années. Et on verra, alors, aujourd'hui, on est en phase de... Certains plans sont très avancés, d'autres, on est plutôt encore au début, encore en période de construction. Mais donc, on ne va pas vous donner le résultat d'un de ces plans. Mais quand vous allez les voir apparaître pendant l'été, nous allons les présenter au pouvoir public à la rentrée, vous allez les voir progressivement apparaître, vous allez voir l'importance des conséquences
que ça présentait. Alors, ce que nous allons faire avec Christian, nous allons, selon un usage habituel que nous avons notamment tous les deux de ping-pong, nous allons nous répartir les sujets et vous dire, ah non, si tu fais pas comme Pascal Faure sur ce point. Non. Non, voilà, tu reviens. Très bien. Voilà. Non. Chacun a ses dangers. Et mais les dangers de Christian, je suis habitué. Et donc, nous allons passer en revue rapidement et vous dire quelles sont les thématiques principales sur lesquelles, en ce moment, des industriels travaillent. Et quand je dis des industriels, il y a toujours des grands industriels utilisateurs parce que ce sont eux qui, in fine, porteront la responsabilité du projet. Il y a toujours des fournisseurs technologiques qui peuvent être très grands, des boîtes au premier niveau mondial, ou qui peuvent être petits. Il y a même des PME, quelques start-up, etc. On a essayé, avec les grands industriels utilisateurs, de regrouper tous les fournisseurs technologiques pour lesquels ça avait vraiment du sens de les faire participer à cet effort. Donc, on va vous dire, grosso modo, quelles sont les thématiques et le point où on en est sur chacun d'eux. De façon, on partage avec vous l'information telle qu'on l'a aujourd'hui, et on vous dit que dans les mois qui viennent, vous allez progressivement voir arriver, se dérouler ces différents plans qui font l'objet de présentations au pouvoir public dès que chacun d'eux est mûr. Et nous commencerons par la santé et par Christian. Bien, merci Hervé. Donc, comme vous le savez, le domaine de la santé, c'est un domaine tout à fait fondamental et dans lequel, en fait, les techniques de simulation deviennent très importantes. Alors, quelles sont les thématiques qui apparaissent? Aujourd'hui, au niveau de la santé, il y a une problématique tout à fait fondamentale, c'est de découvrir de nouvelles molécules, de mettre en place l'intégration de ces techniques de traitement de grandes quantités de données et de simulation pour mettre au point de nouveaux médicaments et aussi pour développer les thérapies innovantes qui sont associées à ces nouveaux médicaments, de savoir comment on injecte ces médicaments, comment on traite l'ensemble de ces médicaments. Donc c'est un des premiers points qui est mis sur l'aspect nouveaux médicaments et nouveaux protocoles médicaux. Le deuxième aspect, c'est que se développe une quantité considérable de possibilités de capteurs et d'injecteurs au niveau de chaque patient. Et à partir de ces éléments, deux points essentiels. Le premier point, c'est qu'on va vers une médecine personnalisée, puisque sur chacun des patients, on a quasiment en temps réel, on peut avoir son comportement, son suivi, sa réaction à un certain nombre de traitements. Et donc, à partir de cela, se pose tout un problème du déploiement de cette médecine personnalisée avec le traitement de ces masses de données considérables, donc tous les aspects de data mining, de traitement d'informations, de traitement de cohérence et bien entendu aussi toutes les difficultés de confidentialité qui sont liées à ces problèmes de médecine personnalisée. Et en deuxième partie, comme on dispose de données tout à fait importantes, on a des informations sur le comportement des patients et donc sur des études pour mettre en place de nouveaux modes de traitement ou bien aussi sur les aspects d'épidémiologie, etc., au niveau des traitements des données. Donc ce sont tous ces éléments-là que l'on veut développer au niveau de cette partie santé, sachant que c'est un enjeu tout à fait considérable, puisqu'en fait c'est la médecine de demain, avec les nouveaux médicaments et la médecine à domicile, la médecine personnalisée. Voilà pour la santé qui est un énorme chantier. Le deuxième domaine, c'est, on a appelé ça les systèmes urbains. C'est l'ensemble de tout ce qui touche les activités humaines dans la ville. Et là, alors on a travaillé avec les grands industriels du domaine. Alors ça couvre aussi bien l'ingénierie, le BTP, etc., que toute une série d'entreprises petites et moyennes, dont certaines étaient très intéressantes. On a travaillé avec Advanced City, avec les pôles systématiques et les pôles concernés. Et on voit arriver deux grands domaines. Le premier, c'est que on a la possibilité aujourd'hui de définir une base, de construire
une base cohérente de modèles et de logiciels interopérables pour analyser, simuler et optimiser le fonctionnement de tous les systèmes urbains, les systèmes existants comme les systèmes nouveaux. Et ça permet à la fois de travailler sur tous les outils de conception pour la planification et la programmation, mais aussi sur tout le pilotage en temps réel des activités, et des activités qui sont dans de très nombreux domaines qui aujourd'hui ne communiquent pas entre eux. Vous avez l'énergie, vous avez l'eau, vous avez les déchets, vous avez les transports, la communication, la santé, la sécurité, etc. Toute une série de domaines. Et on a la possibilité aujourd'hui de faire ce qu'on a été capable de faire dans d'autres domaines, notamment par exemple dans le domaine de l'ingénierie, où on a construit ces bases de logiciels cohérents interopérables, qui peuvent être d'ailleurs open source ou propriétaires, peu importe, la majeure partie sera open source, et donc d'avoir la possibilité de travailler sur les problématiques de l'ensemble d'une ville, comme on sait travailler aujourd'hui sur les problématiques de l'ensemble d'un avion, de l'ensemble d'une voiture ou de l'ensemble d'un lanceur spatial. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer, et ça va être et ça c'est faisable dans les quelques années qui viennent. C'est-à-dire aujourd'hui ça n'existe pas. Est-ce que ça peut exister dans 3 à 4 ans? La réponse est oui. Et on est en train de rassembler tous les industriels nécessaires pour le faire autour des grands industriels utilisateurs qui en seront les premiers utilisateurs, et qui le codéfinissent avec nous et qui piloteront le projet. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de gouvernance, c'est-à-dire donner à ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance de la ville et des systèmes urbains, de leur donner les outils dont ils ont besoin, et c'est là aussi une série d'outils logiciels, et alors ça couvre des champs qui sont assez vastes, parce que c'est la mise à disposition des données et de l'ensemble des informations qui permettent la prise de décision, qui permettent le lancement d'activités nouvelles, le lancement d'initiatives collectives, et ça va même jusqu'à des notions de dialogue participatif et constructif entre des populations, les habitants d'un lieu, et les responsables politiques de cet endroit-là. Donc on voit là le champ de la gouvernance dans lequel on peut effectivement rentrer, et qui sera le deuxième volet de cet aspect du plan sur les systèmes urbains. Alors je reprends sur la partie du végétal. Alors le végétal, c'est tout le problème important aujourd'hui de produire et d'exploiter au mieux tout ce qui vient à partir des plantes, à partir des forêts, à partir donc des êtres vivants pour lesquels énormément de choses peuvent, à partir desquels énormément de choses peuvent se faire. Alors ce secteur, c'est un secteur qui est aujourd'hui en pleine mutation. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut nourrir la population et il faut produire les protéines et tous les produits dont on a besoin à partir de ces plantes. Mais il faut le faire de façon durable. Alors de façon durable, ça veut dire qu'il faut absolument contrôler, réduire au maximum tous les problèmes d'utilisation d'intrants qui mettent en cause la durabilité de l'exploitation de ces systèmes. Il faut prendre en compte de façon importante les ressources naturelles, notamment les ressources en eau, qui sont extrêmement limitées maintenant, et donc que l'on doit gérer de façon optimale, les risques d'effet de serre, de gaz à effet de serre qui sont générés par l'utilisation intensive, les nouvelles maladies et les nouvelles espèces qui doivent être adaptées au changement climatique, et bien entendu tout ça dans un aspect de développement économique. Et donc on se trouve dans la situation où on était dans les années 80 dans le domaine de l'ingénierie au niveau des industries manufacturières, de l'aéronautique et de l'automobile. On doit concevoir complètement tous les outils logiciels du cycle de vie du logiciel, depuis la conception des semences jusqu'à l'utilisation de ces produits au niveau des transformations, que ce soit l'utilisation pour l'agroalimentaire, qui est tout à fait considérable, que ce soit pour l'utilisation dans le bâtiment, mais que ce soit aussi dans un certain nombre d'objets tels que les domaines médicaux et santé dont j'ai parlé pour générer les nouvelles molécules à partir de ces éléments, etc., etc. Et donc l'objet,
c'est tout simplement de concevoir et de développer l'ensemble de ces outils logiciels, pour le PLM du végétal, comme il y a eu le PLM au niveau de l'ingénierie, pour répondre à ces problèmes. Il faut tout de même savoir qu'au niveau français, c'est tout de même un secteur qui pèse dans les 3,5 millions d'emplois au niveau national. Aujourd'hui, on a une balance excédentaire autour de 11 milliards d'euros, mais qui peut très vite dégringoler si on n'est pas au niveau de cette rupture et si on n'utilise pas ces nouveaux outils. Donc l'objet, c'est dans les 3 à 4 ans qui viennent, d'être capable de développer tout ce que l'on a su faire en France au niveau de l'ingénierie numérique, au niveau de l'industrie manufacturière, de le faire dans le secteur du végétal. Vous voyez la passion avec laquelle Christian en parle. Ce que je vais vous dire, c'est si ce projet a été lancé, Christian y est pour beaucoup, parce que c'est lui qui a convaincu les industriels du végétal de la révolution qui était en train de s'opérer et de l'intérêt pour eux d'investir dans ces domaines-là. Alors, le sujet suivant, c'est un sujet absolument passionnant sur la simulation des matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Et je trouve que ça, c'est assez typique, ce que disait Pascal Faure tout à l'heure, c'est typique des démarches TerraTech. On a réuni 5 grands industriels. Et quand je dis grands industriels, je ne vais pas vous donner les noms aujourd'hui, ils apparaîtront le moment venu, mais c'est 5 très grands industriels qui sont tous des leaders mondiaux. Bon. Ces 5 grands industriels ont discuté entre eux et autour de nous de leurs besoins en termes de simulation des matériaux pour pouvoir travailler correctement sur le futur produit qui sortirait dans 5 ans ou les nouveaux procédés qu'ils devaient mettre au point. Et c'est comme ça que le sujet a été lancé. Et on a structuré ce sujet-là avec eux autour de 3 grands domaines qui sont la conception des matériaux, la fabrication des matériaux, c'est-à-dire les procédés, et puis leur usage, c'est-à-dire le matériau en fonction. Et là, chacun a exprimé ses besoins sur les années à venir. Et quand on est avec ce niveau de compétence et de qualité des industriels, on arrive vraiment à des choses tout à fait étonnantes. Alors, je vais très rapidement vous illustrer simplement sur la conception des matériaux. C'est tout ce qui est conception, bien sûr, de nouveaux matériaux, mais c'est aussi le travail nécessaire de conception sur des matériaux déjà existants, mais dont on ne maîtrise pas tous les aspects en simulation. Or, comme le disait l'un d'entre eux, ma maison, il s'agit d'un industriel qui a plus de 100 000 personnes, d'accord, et qui dit ma maison ne travaillera plus sur des matériaux qu'on ne sait pas intégralement simuler. Donc, sur la conception, on peut se dire il peut y avoir tel ou de nouveaux polymères ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on vise, c'est de concevoir et développer tous les logiciels pour l'étude, la conception et l'usage des matériaux existants, des matériaux nouveaux et des matériaux complexes. Je vais vous citer 2 cas. Les matériaux tissés, qui vont avoir un impact majeur en médecine, parce que c'est une façon de transmettre les médicaments qui est particulièrement efficace dans toute une série de domaines, et qui sont des matériaux très particuliers, mais dans plein de domaines. C'est pas uniquement la médecine, les matériaux tissés. Les matériaux mous, parce qu'on a une vision assez métallique et mécanique des matériaux, mais les matériaux mous, je peux vous dire que ça a énormément d'importance dans énormément de domaines, et on sous-estime l'importance du sujet. Et c'est aussi mettre au point les méthodes de couplage des simulations modèles de matériaux avec les simulations modèles macroscopiques de l'ingénieur qui travaille sur la définition de son produit. Donc le champ conception des matériaux est un champ énorme. Le deuxième, c'est les procédés. C'est la fabrication, comment on les fait. Alors, avec des révolutions dont on n'a pas idée. Alors, tout le monde a entendu parler de l'impression 3D, mais c'est que le début. Alors je peux vous dire, les premières pièces faites en impression 3D, émises dans les avions, ça date de quelques mois, de quelques semaines. Mais ce sont des pièces en titane qu'on met... mais ce n'est que le début, c'est-à-dire que ça va transformer radicalement toute une partie des procédés de fabrication, mais dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. Les problématiques de pièces détachées, elles vont peut-être être complètement différentes. On n'aura peut-être plus besoin d'avoir des stocks de pièces détachées de voitures, d'avions, de tout ce que vous voudrez, dans le monde entier.
Il suffira d'avoir une machine qui est capable de produire sur place la pièce dont on a besoin, mais il faut pour ça qu'on ait qualifié en numérique que la fabrication en impression 3D aura des caractéristiques au moins égales à la fabrication telle que c'est fait aujourd'hui en emboutissage, etc. Voilà le genre de problème qu'on va rencontrer sur les procédés. Et enfin, sur l'usage, c'est un champ énorme. C'est vraiment les matériaux en fonctionnement. C'est pas simplement les matériaux quand on les produit. Alors, tout le monde, toutes les industries sont face à un problème de vieillissement des matériaux. Moi, je discutais avec Christian, avec le patron d'un des plus grands groupes de BTP en France, qui nous disait, mais moi, je vais être dans le groupe simulation des matériaux. Il y est pas. Mais, parce que c'est pas, il disait parce que, moi, le vieillissement de mes ronds à béton, c'est absolument fondamental. Oui, je déborde, comme Gérard. Et le vieillissement des ronds à béton, c'est fondamental pour les engagements que je prends sur les immeubles que je fabrique. Voilà. Donc, simulation des matériaux, c'est un très très grand sujet sur lequel on aura, à mon avis, à l'automne, je dis ça pour Pascal Faure, une très très belle proposition. Mais dans tous les domaines, nous aurons de très belles propositions. Je vais aller un peu plus vite pour à peu près respecter les contraintes d'horaire. Le secteur industrie manufacturière et énergie, c'est un secteur qui est depuis un certain temps et qui utilise ces technologies. Donc simplement, on veut poursuivre cet effort parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui doivent se continuer, notamment dans le prolongement du grand projet CSDL de systématique et que nous avions monté à Terratech et qui a donné de très beaux résultats. Donc l'objet fondamental, c'est de se dire en fait de globaliser plus largement l'usage de la simulation en ne se positionnant pas d'une part uniquement au niveau des phénomènes physiques, mais aussi de l'ensemble du système que l'on veut développer dans l'industrie manufacturière, que ce soit un train, un avion, une voiture ou autres objets, et aussi en l'intégrant dans l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire aussi bien de la conception, de la réalisation, de l'usage, du retraitement, etc. Donc en intégrant toutes ces composantes à ce niveau-là des outils de simulation et en utilisant bien entendu ce qui est indiqué ici, l'optimisation, et en optimisant globalement l'ensemble de ce cycle de vie du produit qui a été conçu. Donc c'est l'objet fondamental des choses qui ont été mises dans ce plan, donc une poursuite des actions avec un aspect de globalisation et un élément tout à fait majeur au niveau des technologies, d'une part d'assimilation de données, deuxièmement d'optimisation globale du processus et bien entendu en interaction avec la composante matériaux, tous les aspects d'impression 3D, parce que c'est un secteur qui va utiliser considérablement ces technologies. Alors le dernier, c'est sur le multimédia, et je vais être plus rapide, parce qu'on mesure bien qu'effectivement, depuis Avatar, que ces technologies changent tout. Ça change tout pour tout le monde de la vidéo, des jeux vidéo, pour tout le monde du cinéma. Et donc le domaine de l'image de synthèse est un domaine absolument colossal qui va irriguer toutes ces industries-là. Et il se trouve que c'est un domaine industriel où en France, il y a énormément de compétences. Il y a des acteurs qui sont grands, il y a des acteurs moyens et il y a des acteurs petits. Mais en termes de compétences, le nombre de Français qu'on trouve à DreamWorks, etc., est très élevé. Donc c'est un très bon terreau. Et là, on est en train de travailler sur un très beau projet, centré sur tout ce qui est cinéma d'animation et jeux vidéo, les deux se rapprochant, mais posant des problèmes de rendering, etc., de rendu, qui sont tout à fait différents, parce qu'on ne traite pas les écharpes, les nuages ou l'herbe de la même façon dans les deux, et avec aussi une notion de plus en plus d'outils partageables à distance, qui fait que les petits acteurs auront accès comme ça à pas simplement de la puissance, parce que la puissance ça sert à rien, mais auront accès aux outils qui vont être développés dans ce cadre de ce projet. Donc il y a un projet multimédia, et je proposerai, Christian, sur l'aspect sectoriel, je crois qu'on a dit l'essentiel, et on espère bien à la rentrée être en mesure d'aller nettement plus loin, projet par projet. Alors il reste le dernier chapitre de la table des matières présentée, du plan présenté par Gérard, qui concerne la diffusion et la formation. Alors la diffusion, ça a été très très bien dit par Pascal Faure, c'est un sujet majeur qui est au fond de mettre ces technologies
de permettre aux entreprises d'avoir accès à ces technologies. Or, aujourd'hui, les grandes entreprises ont les moyens de le faire, ça oui, mais grosso modo, il y a qu'elles. Bon. Donc on est en train de travailler, et les pouvoirs publics étaient très sensibles à ce sujet-là. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui a été clos le 13 juin. Et donc on est en train de travailler là-dessus en association avec toute une série de partenaires, des pôles de compétitivité, du monde de la recherche, etc., pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place en France, à partir aussitôt que possible, des mécanismes permettant aux entreprises, notamment aux PME et aux ETI, d'avoir un accès bien meilleur à ces technologies. Et quand on dit accès à ces technologies, il faut se dire que les hors-machines, c'est ce qui est le moins intéressant. Ce qui est important, c'est deux choses. Ce sont les logiciels, or ce sont des logiciels métiers, et c'est l'expertise. Parce qu'une petite entreprise n'a pas la capacité de se doter d'une expertise. Donc on est en train de travailler là-dessus. On a fait les uns et les autres des propositions. Je pense qu'on va travailler avec les pouvoirs publics à la rentrée là-dessus pour lancer des initiatives fortes dans ce domaine-là qui changent progressivement mais rapidement. Et je dois reconnaître qu'on a eu un appui très très fort de plusieurs grands pôles de compétitivité, donc avec des actions qui vont être ciblées vis-à-vis certains types de PME, de l'ingénierie mécanique, du BTP, de la santé, etc., de façon à lancer des programmes efficaces et forts dès le début. Bien, alors le dernier point, c'est la formation, parce que tout ça, c'est bien beau, mais si les gens ne sont pas formés, si on n'a pas les compétences pour réaliser tout ce programme, on ne fera rien. Donc la formation, c'est d'une part la formation des spécialistes, mais aussi la formation à l'usage de ces éléments. Alors pour ce plan, on s'est appuyé, et je les remercie ouvertement, publiquement aujourd'hui, sur deux grandes structures de formation qui sont l'école polytechnique, on est ici, qui nous a aidé largement pour l'élaboration de ce plan, et l'INPG à Grenoble, qui réunissant un ensemble de compétences et d'écoles dans ce domaine-là, notamment l'ENSIMAG, sont très bien placés pour formaliser ces choses. Donc l'idée, d'une part, c'est de développer au niveau national des masters spécialisés dans le calcul haute performance, donc pour former l'ensemble des spécialistes. Et qui dit master spécialisé dit des gens qui sont compétents à la fois dans les technologies informatiques, mais aussi dans les technologies mathématiques au niveau des modélisations et dans les modèles mêmes, puisqu'il faut connaître la physique pour savoir ce que l'on fait. Donc ce sont des formations transverses qui sont tout à fait différentes des formations habituelles, très discipline par discipline que l'on a. Et donc l'idée est de déployer au niveau national une dizaine de grands masters à ce niveau-là pour répondre à ces besoins. Bien entendu, autrement, il faut que dans toutes les écoles d'ingénieurs, dans toutes les universités, on enseigne l'usage de la simulation et du calcul haute performance. Donc c'est de former un socle commun à toutes ces écoles, à toutes ces formations que doit connaître tout ingénieur et tout technicien en rentrant dans la vie active. Et à ce niveau-là, probablement qu'on lancera aussi la réalisation d'un certain nombre de MOOC, donc qui peuvent permettre de largement diffuser ces choses. Et puis, il y a des gens qui aujourd'hui qui travaillent, donc il faut mettre en place tout un programme de formation continue, puisqu'il faut former les gens à l'évolution de ces nouvelles technologies. Donc beaucoup de travail qui sont faits donc avec l'école polytechnique et l'INPG en liaison étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Très bien, merci Christian. Alors, on a mis en dernière, on ne va pas vous la lire, mais on a voulu, vous l'aurez dans le programme, on a mis le texte exact du compte-rendu de la réunion qui a eu à la présidence de la République, celle dont parlait Pascal Faure tout à l'heure, où Gérard a présenté le plan. Donc là, vous avez la façon dont c'est un extrait du document officiel qui a été publié, et vous voyez, vous retrouvez ce que je voulais simplement, je vais pas vous le lire, mais quand vous lisez ce texte, vous retrouvez les mots-clés employés par Pascal Faure, Gérard et nous.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ce travail, qui était un gros travail qu'on a fait depuis un peu plus de 6 mois, écoutez, dans la façon dont il a été acté, tout ceci a été pris en compte. Et donc, ça nous a semblé bien de terminer cette partie sur le plan industriel supercalculateur par cet extrait du relevé de décision de la réunion à l'Élysée. Et je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, de passer à la présentation de nos grands sponsors. Et donc j'appelle sur scène, non seulement Gérard, mais Bull, Intel, HP, le CEA et Panassas. Simplement un mot, là, non prévu. Pour monter ce plan, c'est pas une affaire qui s'est montée, bien entendu, rapidement. Il a fallu mobiliser beaucoup de gens. Et je voudrais profiter de remercier tous ceux qui ont participé. Alors bien entendu, Hervé et Christian ont été au cœur de l'équipe qui a animé la constitution de ce plan. Ils se sont entourés d'un ensemble de personnes et aussi de beaucoup d'industriels qui les ont rejoints ou qui ont participé à des groupes de travail. Je pense que la qualité de ce qui a été obtenu est assez exceptionnelle. Du reste, c'est pas, que le rappelait Pascal, pas un hasard si nous avons eu l'occasion de présenter ce plan à la présidence de la République directement. Ce n'était pas le lot de tous, en tout cas c'était le nôtre de l'eau, et merci à tous d'avoir contribué largement à la qualité de ce plan. Merci.